Chers amis, chers donateurs de Dialogue Franco-Russe, je tiens à vous remercier pour votre contribution si importante pour l'existence de notre association. Parfois, je ne sais pas comment vous remercier et je tiens à le faire chaque fois. C'est pour ça que je vous demande d'envoyer un petit message, un mail à notre adresse habituelle info@dialoguefrancorusse.com. Vous tenez à la communauté franco-russe, comme moi je tiens à maintenir ce lien si fragile mais important entre la Russie et la France. Et parce que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Irina. Je répète à nos éditeurs que vous êtes économiste français, spécialiste de la Russie, également membre de l'Académie des sciences de Russie. Merci de maintenir ce rythme quasi traditionnel de nos rencontres. On s'est vu ici au Dialogue Franco-Russe il y a 6 mois et les choses depuis ont évolué. J'aimerais bien commencer par la dernière rencontre entre le président chinois et le président russe. Apparemment, le résultat de cette rencontre est fructueux pour la Russie. Qu'est-ce qu'en déduit pour l'Europe et pour le reste du monde? Bien, cette rencontre a été effectivement extrêmement importante. Je pense qu'elle est même plus importante en réalité pour les pays occidentaux, pour les pays du reste du monde, que pour la Russie et la Chine. Alors bien sûr, c'est très important pour la Russie et la Chine, qui ont raffermi leurs accords. La Chine, effectivement, va devenir le principal client pour l'énergie russe. D'ores et déjà, les exportations de pétrole de la Russie sont pratiquement à égalité avec celles de l'Arabie saoudite pour la Chine. Et elles vont probablement dépasser l'Arabie saoudite d'ici quelques mois. Le gaz aussi se développe, alors que ce soit par gazoduc. Là, il y a toujours la contrainte du gazoduc Puissance de Sibérie, Power of Siberia numéro 1, encore que visiblement il ne travaillait pas à pleine puissance en 2021 et début 2022, puisque là il est monté à 38 millions de mètres cubes, mais il y a la construction du deuxième gazoduc, qui est en fait déjà avancé. L'accord a été officiellement signé lors de cette rencontre, mais on sait que les travaux ont déjà commencé depuis plusieurs mois. Il devrait être mis en service à la fin de 2024, et là, il va plus que doubler les capacités d'exportation. Par ailleurs, la Chine achète aussi du gaz naturel liquéfié à la Russie. Donc voilà, il y a d'énormes accords économiques. Il y a le fait que la Chine, même si elle avance un plan de paix, soutient en réalité la position russe, ou en tous les cas, elle dénonce la pratique des sanctions, elle dénonce l'attitude du bloc occidental, donc c'est extrêmement important pour la Russie. Mais, comme j'ai dit, l'importance de cette réunion, elle est dans les conséquences pour les autres pays. Et déjà, on a vu que l'Iran et l'Arabie saoudite ont fait leur paix. Ils ont à nouveau des relations diplomatiques sous l'égide de Pékin. Dans le même temps, sous l'égide de Moscou, la Syrie et l'Arabie saoudite se sont à nouveau reconnus. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce de mouvement général. Ajoutons à cela évidemment l'usage du yuan comme monnaie internationale. Alors, déjà, c'était important en Russie. La part du yuan dans les échanges financiers et commerciaux en Russie était passée d'environ 6% au début de l'année 2022, donc avant les sanctions, à pratiquement 28% actuellement. Donc c'est énorme. Mais il y a d'autres pays qui ont décidé d'utiliser le yuan, l'Arabie saoudite, le Brésil et même maintenant la France. La France a décidé d'acheter du gaz naturel liquéfié à l'Arabie saoudite, et l'Arabie saoudite a dit « vous allez le payer en yuan ». Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Dernier point, l'Arabie saoudite a demandé à être... D'abord, elle a déposé officiellement sa demande d'adhésion aux BRICS,
Alors, elle n'est pas la seule, hein. Il y a toute une série de pays qui ont demandé leur adhésion, il y a à peu près 6 pays qui ont demandé leur adhésion, mais ce que l'on a appris hier dans la presse chinoise notamment, c'est que l'Arabie saoudite avait demandé un poste d'observateur à l'Organisation de coopération de Shanghai, qu'on appelle aussi l'Organisation de coopération et de sécurité. Et ça, c'est effectivement très important, parce que ça prouve que l'Arabie saoudite, et avec elle toute une partie des pays arabes, ne va pas simplement rejoindre commercialement le bloc des BRICS, elle entend aussi au moins être en tant qu'observateur présente dans l'organisation de sécurité qu'ont créée ensemble la Russie et la Chine. Et ça, c'est effectivement un événement tout à fait considérable. La Russie revient également en Afrique, et ça dure depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de clichés et fantasmes autour de cette présence, fort économique ou pas seulement. Quel est le but des Russes en Afrique ? Bon, effectivement, la Russie est présente en Afrique depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Même un peu plus, d'ailleurs, on peut dire pratiquement 30 ans. La première raison, c'est que les entreprises russes, les entreprises privées ou privatisées russes, se sont développées en Afrique essentiellement dans le secteur de l'extraction des minéraux. Alors on le sait, Rusal pour l'aluminium qui exploite de la bauxite, les entreprises qui sont spécialisées dans les métaux précieux ou dans les métaux dits non ferreux. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit une forme de partage du travail avec la Chine. La Chine est elle-même très présente, alors essentiellement en Afrique de l'Est, mais elle commence à être présente maintenant aussi en Afrique de l'Ouest, essentiellement dans le domaine des services. Et c'est très largement à travers la téléphonie mobile que la Chine s'est ouvert les marchés africains, et puis la construction d'infrastructures, en particulier le chemin de fer. On sait que le chemin de fer du Kenya a été construit, ou reconstruit en réalité, par la Chine. Et là, on voit que désormais, la Russie se positionne non seulement dans le domaine extractif, mais aussi dans un certain nombre d'industries de transformation, mais aussi dans le secteur des services et enfin dans le secteur de la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que cette double avancée de la Russie et de la Chine se fait à un moment où, je dirais, par des erreurs de politique étrangère, la France, qui était très présente essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, donc par des erreurs de politique étrangère, la position diplomatique de la France est aujourd'hui en fort recul. Alors, bien sûr, le gouvernement français dit « mais c'est les Russes qui ont organisé tout ça ». Je ne le pense pas, je pense que les Russes, les entreprises russes, le gouvernement russe, pas la même chose, profitent d'une situation qui leur est favorable. Ils ne la créent pas en tant que telle, mais ce qui est clair, c'est que la double présence russe et chinoise en Afrique est devenue désormais un fait mondial, et on en a un exemple, alors dans un pays qui est un ami depuis fort longtemps de la Russie, c'est la République d'Afrique du Sud. Vous savez que la République d'Afrique du Sud avait reconnu le tribunal pénal international. Vladimir Poutine est allé en Afrique du Sud, on ne l'a pas arrêté, et donc ça veut dire que l'Afrique du Sud, membre de la Cour pénale internationale et du tribunal pénal international, ne reconnaît pas les décisions de ce tribunal concernant Vladimir Poutine. Donc c'est bien une forme de détachement de l'Afrique subsahélienne, mais aussi d'un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord, qui est aujourd'hui en jeu et qui vont se rapprocher de plus en plus de la Chine et de la Russie. Pour revenir à l'économie russe, vous remarquez dans une de vos analyses récentes la croissance du commerce non alimentaire et le fait que les ménages reprennent les habitudes de consommation. Comment expliquez-vous cette tendance ?
Alors, c'est une tendance effectivement qu'on peut remarquer depuis maintenant en réalité 2-3 mois. Le commerce non alimentaire avait baissé d'environ 10-12% dans l'année 2022, en tous les cas jusqu'au troisième trimestre 2022. Et c'était essentiellement pour deux raisons. D'abord, une baisse des revenus réels liée à l'inflation, puis aussi une tendance des ménages à épargner plus qu'à consommer. Et ce qui pouvait parfaitement se comprendre, parce que dans la situation politique créée par le conflit en Ukraine, classiquement, et c'est vrai dans tous les pays, quand on est confronté à ce type de situation, les ménages arrêtent leur consommation, je dirais, normale, ne font que l'essentiel et cherchent au contraire à se constituer un matelas financier de sécurité. Bien. Or, depuis maintenant 2-3 mois, on est en présence des changements suivants. Tout d'abord, les revenus nominaux ont dépassé le rythme de l'inflation. Il y a désormais des gains de revenus réels. Alors, bien sûr, ces gains sont plutôt concentrés dans l'industrie, mais même dans les services, le niveau des salaires n'est que faiblement inférieur à l'inflation. Et donc, les ménages russes ont récupéré du choc inflationniste qui avait eu lieu à la fin du deuxième trimestre 2022. Deuxième raison, c'est que les ménages, je dirais, s'habituent à la nouvelle situation et considèrent qu'ils peuvent recommencer à consommer. Et le troisième point, c'est que, évidemment, cette consommation de biens manufacturés, puisqu'on n'est plus dans la consommation alimentaire, eh bien, elle est alimentée essentiellement par la Chine, mais aussi par d'autres pays, l'Inde, la Malaisie, la Turquie. Bon. Donc, on voit là se développer à nouveau une consommation non alimentaire. Et je dois dire que ce qui est important, c'est qu'en même temps, cela s'accompagne d'une consommation dans la construction, de l'achat d'appartements ou de maisons, hein, c'est comme ça qu'on consomme, mais qui sont extrêmement importants, puisque le secteur de la construction a augmenté de pratiquement 10% dans le mois de février. Alors, c'est en partie le résultat de la politique de la Banque centrale et du gouvernement russe, qui a créé toute une série de systèmes financiers qui permettent aux ménages d'avoir recours à des hypothèques dans des conditions extrêmement favorables. Mais il est clair aussi que si on se décide à acheter un nouvel appartement ou à changer d'appartement, à changer de logement, c'est qu'on a plus confiance dans l'avenir. Donc, je pense que la dimension psychologique de ce changement est effectivement très importante. Nous parlons beaucoup de la dédollarisation, notamment avec la montée en puissance des pays du BRICS. Vous en avez parlé, cette dernière rencontre entre la Chine et la Russie. Certains journalistes récemment, je pense dans les Échos, ont nommé ce processus... ils ont dit que la dédollarisation est un mythe. Est-ce un mythe? Non, ce n'est pas un mythe, même si il faut faire attention, c'est un processus. Ce n'est pas demain que le dollar cessera d'être une monnaie internationale. Mais ce que l'on constate, c'est que le dollar avait une quasi-primauté à la fois comme monnaie de commerce et comme monnaie d'échange financier. Le dollar représentait à peu de choses près 65 à 70% de l'ensemble des échanges commerciaux et représentait à peu près le même montant en mouvements financiers, mouvements d'investissement direct, etc. Ce que l'on constate, et c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs années et qui s'est évidemment accéléré avec les événements en Ukraine. C'est que d'une part,
un nombre de plus en plus important de pays, le dernier qui a rejoint, je dirais, un petit peu le groupe, c'est le Brésil, décide d'utiliser le yuan à la place du dollar dans les échanges commerciaux. Pourquoi? Ben, essentiellement parce que tous ces pays craignent les mesures unilatérales de rétorsion des États-Unis qui portent sur les échanges faits en dollars. Si vous voulez, la dimension extraterritoriale de la loi américaine lui permet de condamner des sociétés, même si ces sociétés n'opèrent pas aux États-Unis, n'ont pas de relation directe aux États-Unis, mais parce que ces sociétés, par exemple sociétés françaises, allemandes, italiennes, ont décidé de faire du commerce avec un pays sous sanction américaine. Et ça, c'est quelque chose qui provoque une inquiétude grandissante et une forme de répulsion vis-à-vis du dollar. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est important, c'est le fait que financièrement, il est intéressant pour toute une série de pays d'utiliser le yuan. Et si on combine ces deux mouvements, on voit que la part du dollar dans les échanges internationaux est en train de diminuer. Alors, plus ou moins vite, suivant les pays. La décision de l'Arabie saoudite de faire payer son pétrole et son gaz en yuan est une décision effectivement très importante. Elle a été suivie par une décision analogue des Émirats arabes unis. Le Qatar va probablement s'aligner sur ce principe. Nous avons le Brésil aussi, j'en ai parlé. Nous avons le fait qu'en Indonésie, l'Indonésie c'est certes un pays en voie de développement, hein, mais c'est un pays quand même extrêmement important, plus de 200 millions d'habitants. C'est le premier pays musulman au monde. Hein. Qu'on oublie souvent. C'est un pays qui est plus important que des pays auxquels on pense toujours, l'Iran, l'Algérie, l'Égypte, etc. Bon, a décidé de ne plus utiliser les cartes de crédit américaines et de privilégier les cartes de crédit chinoises. Et la raison qui a été donnée par le président de la République est très intéressante. Il dit, compte tenu de la prédisposition des États-Unis à prendre des sanctions unilatérales, l'usage du dollar et l'usage des cartes de crédit libellées en dollars, donc que ce soit Mastercard, n'est plus sûr. Donc si vous voulez garantir vos transactions, utilisez le yuan. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, le dollar va rester une monnaie importante dans les échanges entre pays occidentaux, c'est clair, mais il est en train de perdre son statut de monnaie centrale du système financier international. Et ça, c'est un point important. En réalité, cette dédollarisation, ce n'est pas la mort du dollar en tant que tel. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 5-6 ans, mais pour l'instant, ce n'est pas la mort du dollar en tant que tel, c'est plutôt l'émergence d'une situation multipolaire où le yuan est en train de se faire sa place, et toute sa place, face au dollar et marginalement à l'euro. Nous vivons une crise économique en Europe. L'augmentation des prix tous les jours, on les voit bien. Les difficultés sur le marché immobilier, les dernières nouvelles concernant les banques en Europe. Quels sont les autres facteurs de cette crise, à part la guerre en Ukraine? Fondamentalement, ce qui se passe, c'est à la fois un choc d'inflation, oui, vous avez raison, mais c'est aussi les conséquences de la crise énergétique. Alors, cette crise ne s'est pas déroulée comme certains l'annonçaient. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les pays européens avaient rempli leurs cuves, avaient fait leurs réserves au mois de juin et de juillet de l'année dernière. Ensuite, l'hiver a été très doux en réalité en Europe. Bon, mais
il y a toujours le problème qui se pose. La quasi-fermeture des gazoducs, en fait, il y a maintenant pratiquement plus que Turkish Stream, c'est-à-dire ce qui passe par la Turquie qui fonctionne, oblige les pays européens à utiliser massivement du gaz naturel liquéfié, et ces pays européens n'ont pour l'instant pas les installations techniques nécessaires pour substituer le gaz de gazoduc par du gaz naturel liquéfié. Il y a toujours un déficit important. Alors, c'est à la fois en termes d'installation, c'est aussi en termes de bateaux, hein, parce que le gaz naturel liquéfié, bah oui, ça se transporte par bateau, par méthanier, et la flotte de méthaniers est insuffisante pour assurer l'approvisionnement de l'Europe. Donc, ça, c'est quelque chose qui va jouer à la fois en termes de hausse du prix de l'énergie, et on voit bien, il y a une différence maintenant majeure entre le prix de l'énergie tel qu'il est calculé aux États-Unis et le prix de l'énergie tel qu'il est calculé à l'entrée en Europe. Et ça, c'est la situation qui est causée largement par les sanctions. Mais aussi, c'est une situation qui confronte l'Europe à une hausse de ses coûts et qui impose aux différents gouvernements européens des actions de soutien à la population. Alors on dit oui, les gens souffrent de l'inflation, c'est vrai, hein, c'est indiscutable, on peut penser que les gouvernements n'en font pas assez, mais ils en font beaucoup. En réalité, jusqu'à la fin de décembre de 2022, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, on a dépensé plus d'argent contre la crise énergétique que contre la Covid. Les dépenses européennes, alors tout de la France, de l'Allemagne, enfin bon, en faisant le total, les dépenses contre la Covid se sont montées à environ 742 milliards d'euros. Les dépenses contre la crise énergétique, uniquement jusqu'en décembre de l'année dernière, sont montées quasiment à 800 milliards d'euros. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne voit pas réellement cette crise, mais on comprend bien que ce sont des dépenses budgétaires qui ne pourront pas être maintenues en totalité, et que donc, à un moment donné, on va voir le retour de cette pénurie d'énergie en Europe. Il y a beaucoup de questions que nos auditeurs nous posent dans des commentaires, dans des mails. Moi, j'ai envie de vous également poser la même question. Comment s'informer en temps de guerre? On a vu avec Seymour Hersh, notamment, journaliste connu et très respecté, qui a divulgué les informations concernant le sabotage du Nord Stream 2. En ce moment, il est considéré, il est plus respecté, il est considéré comme complotiste. Comment peut-on survivre dans ce chaos médiatique? Alors, il y a plusieurs règles. La première règle, c'est de ne pas faire confiance en ce qui est dit par les gouvernements de quel côté que l'on se tourne. Bien sûr, les gouvernements occidentaux, le gouvernement ukrainien en premier lieu, mais aussi le gouvernement français, le gouvernement britannique, le gouvernement américain, font de la propagande. Le gouvernement russe fait de la propagande aussi, c'est très clair. Donc, la première chose, c'est ne pas faire directement confiance, mais toujours vérifier. Alors après, on peut trouver différents moyens de vérification. Alors cette vérification prend du temps, effectivement. Les informations russes sont en partie vérifiables en regardant simplement la presse. Certains organes de presse sont meilleurs que d'autres, d'ailleurs, c'est très clair. J'ai une confiance modérée dans le Moskovski Komsomolets. J'ai beaucoup plus confiance, par exemple, dans Expert. Mais de toutes les manières, il faut rassembler des données. Il faut utiliser des sources journalistiques qui ne sont ni russes ni occidentales. Et ça, c'est un point important. Par exemple, la presse indienne.
Alors la presse indienne est une presse de très grande qualité. En réalité, c'est une presse qui a conservé la tradition britannique de l'objectivité. Bon. Et cette presse indienne, bien sûr, elle est dans les différents langages de l'Inde, mais elle est en anglais. Tous les journaux indiens, pratiquement, ont une édition en anglais et une édition, que ce soit en hindi, bon, pour une raison très simple, c'est que, et c'est assez étonnant d'ailleurs, l'anglais reste la langue de communication générale en Inde. Vous savez, il y a énormément de langues en Inde, et la manière la plus simple pour un Indien de savoir ce qui se passe sans être obligé d'apprendre toutes les langues de son pays, et il y en a quand même pas mal, c'est d'utiliser l'anglais. Bon, cette presse anglaise, cette presse indienne en anglais est remarquable. Vous avez une presse de Malaisie, une presse de Singapour. Donc vous avez là quand même des éléments qui sont plus ou moins neutres et qu'il faut utiliser. Enfin, il faut, mais ça, évidemment, ça demande des compétences particulières, il faut bien regarder les statistiques. Et je dirais que c'est vrai d'ailleurs à la fois en Russie, mais aussi aux États-Unis. Et à un moment donné, on est obligé de donner les véritables statistiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les statistiques de Eurostat ne sont pas fiables. Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas trouvé, si vous voulez, de statistiques d'Eurostat qui soient fausses. Alors, on peut penser que certaines sont des estimations. Oui, mais c'est aussi vrai pour l'INSEE. Les statistiques immédiates de l'INSEE sont largement des estimations. Bon, donc voilà. Mais même aux États-Unis, nous avons des choses intéressantes parce qu'à un moment donné, il faut bien que les choses soient dites, ne serait-ce que pour que les acteurs industriels en prennent conscience. Et on voit par exemple que, de ce point de vue-là, les États-Unis n'ont plus actuellement la capacité de production militaire nécessaire pour alimenter l'OTAN et pour alimenter la guerre en Ukraine. Ça, c'est des choses qui sont dites dans des revues très spécialisées, et je dois dire que là-dessus, il vaut beaucoup mieux utiliser la presse spécialisée, alors que ce soit la presse spécialisée sur l'énergie, que ce soit la presse spécialisée sur la défense. Hein, il y a de remarquables revues qui traitent des problèmes de défense et d'industrie de défense aux États-Unis. Et là, on voit que la situation est extrêmement tendue d'un point de vue industriel. Même chose, en Russie, il y a, outre cette presse généraliste, vous avez naturellement, alors il y a plusieurs instituts économiques qui disent des choses qui sont intéressantes, mais vous avez une presse locale, disponible sur Internet, ce que les gens oublient de chercher, et où on trouve des informations qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, il y a des journaux, alors que ce soit des journaux papier, mais qui sont aussi sur Internet, ou des médias qui sont uniquement sur Internet, qui sont édités depuis Perm, Omsk, Tomsk, ce genre de villes, et on trouve des informations, dans les informations locales, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, oui, il y a cette vieille formule, dans toute guerre, la vérité est la première victime, c'est malheureusement exact, et oui, on peut malgré tout se faire une idée des choses, mais le problème, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend du temps parce que, désormais, il faut vérifier systématiquement toute information et il faut apprendre à faire la part des choses entre la propagande, alors qu'elle soit volontaire ou involontaire. Un certain nombre de gens croient dans la propagande. Bon, il y a des gens qui savent que ce qu'ils disent, c'est de la propagande, mais il y a des gens qui croient aussi dans cette propagande. Bon, en particulier des membres du personnel politique dans différents pays. Et donc, il faut
apprendre à exercer son esprit critique et à vérifier, vérifier, vérifier encore. Ce n'est pas facile parce qu'une fois les informations se trouvent sur Internet ou aux yeux de tout le monde, s'il y a un démenti après, on ne s'aperçoit pas, parfois les auditeurs ou spectateurs, s'il y avait des informations qui ont été démenties, ils ne sont même pas au courant de ça. Alors ça dépend, oui. Ça dépend évidemment du média qui porte l'information et du média qui va porter le démenti. Intéressant. Si vous voulez. S'il y a une inégalité entre ces médias, effectivement, c'est un point important. Par exemple, un média qui est très diffusé peut avancer une fausse nouvelle, alors que ce soit volontairement ou que ce soit par ignorance, hein, si vous voulez. Je n'accuse pas les journalistes dans tous les pays de mentir systématiquement. Tout simplement, ils ne savent pas. Et quand on a une information vérifiable, la question c'est est-ce qu'elle est diffusée, je dirais, de la même manière que l'information qu'elle contredit. Et c'est ça le problème. Et donc, là-dessus, la seule solution, c'est de faire preuve d'une curiosité insatiable, et puis aussi de faire preuve d'un petit peu de logique, et de comprendre que, par exemple, il y a des chiffres qui sont donnés, qui sont des chiffres impossibles. Je donne un exemple très simple, bon, pas en économie, c'est dans le domaine militaire, mais on pourrait trouver les mêmes choses en économie. On sait, parce qu'il y a eu des sources américaines qui l'ont donné, que l'armée ukrainienne a eu probablement 200 000 morts depuis le début de la guerre, et compte tenu du ratio de 3 pour 1 qui concerne les blessés, ça veut dire qu'il aurait eu 600 000 blessés, donc au total, 800 000 pertes, donc morts et blessés, choqués, malades, bon, etc. Bien. Après, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais l'armée russe attaque par vagues et ils ont des pertes de 5 à 6 fois supérieures à celles des Ukrainiens. » Là, il faut réfléchir un peu. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu 1 million de morts en Russie, et avec les blessés, etc., 4 millions de pertes. C'est tout simplement impossible, si vous voulez, quand on regarde les données démographiques. Donc là, on sait qu'il y a des gens qui ont menti ou qui se sont trompés. Je répète, je ne mets pas tout sous le coup du mensonge. Bon, ils ont pu se tromper. Même chose en économie. On dit l'économie russe est en fait très en dessous des chiffres qui sont donnés par Rostat. Bien. Le problème, c'est que la consommation d'électricité en Russie, et on sait que la consommation d'électricité, c'est essentiellement l'industrie. Les ménages ne consomment environ que 10 à 15% du total de la consommation d'électricité d'un pays. Bon, donc la consommation d'électricité dans un pays, c'est essentiellement l'activité économique et l'industrie. Cette consommation d'électricité a baissé d'environ 2%. Exactement l'équivalent de ce que dit Rostat. Donc, on peut dire, ben voilà, là on a une preuve que les chiffres de Rostat sont proches de la vérité. Alors, est-ce qu'ils sont exactement la vérité? Bien, d'abord, les estimations, car il faudra toujours rappeler que ce sont des estimations, que Rostat a données pour le PIB de 2022, moins 2,1%, elles seront amenées à être corrigées. C'est ce que fait l'INSEE aussi, hein, si vous voulez. L'INSEE publie d'abord des estimations très vite, hein, sur l'année précédente, et ne fournit ces chiffres définitifs que 9 à 10 mois après. Bien sûr. Donc c'est un phénomène qui est propre à tous les systèmes statistiques. Donc, bien sûr, peut-être que l'on apprendra en octobre ou novembre 2023, que les chiffres définitifs
pour 2022, ce n'était pas moins 2,1%, c'était peut-être moins 2,4% ou peut-être moins 0,5%, si vous voulez, parce qu'on a toute une série d'autres éléments qui laissent à penser que Rostat a peut-être été un petit peu pessimiste. Voilà, pas réellement pessimiste. Des paiements devaient être faits et qui avaient été bloqués, et les tribunaux européens ont contraint les sociétés qui avaient acheté essentiellement du gaz et du pétrole à la Russie, qui refusaient de le payer en disant on ne veut pas payer en roubles, les ont contraints à le faire. Alors c'est d'ailleurs intéressant, on voit que même en temps de guerre, le respect des contrats prime sur la nécessité politique. Bon. Et si on réintroduit ces gains dans les chiffres du commerce extérieur et dans les chiffres du PIB, parce que ces gains, ça veut dire que les entreprises russes devaient toucher de l'argent, cet argent représente des salaires et des profits. Qu'est-ce que le PIB? C'est la somme des valeurs ajoutées, autrement dit, la somme des salaires et des profits des entreprises. Bon. Donc on peut penser que le PIB pour 2022 a probablement été meilleur que ce qu'a dit Rostat. Mais évidemment, Rostat, qui prend en compte l'état de la situation à un moment donné, bien, dire, voilà, ils ne veulent pas payer, donc on ne peut pas compter ces sommes dans le PIB. Si maintenant ces entreprises sont contraintes de payer et ont visiblement payé entre la fin janvier et le mois de février de cette année, ça va faire monter. Donc, oui, c'est ce genre de problème que très souvent, les gens qui ne sont pas économistes ne comprennent pas. C'est normal, si vous voulez, le calcul du PIB, c'est quelque chose de complexe, quelque chose de technique, il faut le savoir. Bon. Mais ça veut dire que les chiffres qui sont donnés à un moment donné peuvent, le temps qu'on précise tout et qu'on ait les chiffres définitifs, eh bien, ils peuvent varier de manière assez importante. J'ai le souvenir d'années où le PIB des États-Unis a bougé de 1 point ou même 1,5 point, ce qui est considérable en temps normal. Même chose pour le PIB de la France. Rappelons par exemple au premier trimestre de 2022, de l'année dernière, la première estimation de l'INSEE, c'était faible croissance, plus 0,1 ou 0,2%, et l'estimation consolidée qui a été fournie vers la fin juin de 2022, c'était moins 0,5. Donc, même un système de statistiques aussi performant que l'INSEE, et l'INSEE est performante là-dessus, eh ben, il peut y avoir des variations non négligeables. Donc tout cela, je dirais, est normal, et vous connaissez l'expression de feu de notre ancien président, M. Jacques Chirac, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, et ça s'applique aussi au calcul du PIB. Vous êtes allé en Russie, sauf erreur de ma part, en octobre. En novembre. En novembre, vous avez donc vous avez échangé avec vos collègues. Est-ce qu'ils voient cette rupture forcée entre nos pays, entre la Russie et l'Europe du même œil que nous, et ce début du monde multipolaire comme nous ou différemment? Alors, ils ont une position un petit peu différente sur la rupture avec l'Europe. Mais globalement, ils considèrent la transformation du monde et cette émergence d'une multipolarité et du pôle chinois, du pôle russo-chinois, aussi de manière extrêmement intéressante et intéressante. Bon. Alors, sur la question économique, sur la question de la rupture, ils avaient commencé, ça je l'avais dit, mais ils avaient commencé par être très pessimistes là-dessus. Puis, ils se sont rendus compte que l'économie russe avait des capacités de résilience et des capacités de substitution qui étaient importantes.
Et aujourd'hui, parce que je continue d'échanger régulièrement avec eux, aujourd'hui, leur jugement est que, à relativement court terme, disons pour l'année 2023 et l'année 2024, la situation devrait être assez bonne. Mes collègues donnaient à la fin de 2022 une projection pour l'année 2023 à moins 1,5, moins 1,7%. Actuellement, ils sont passés entre moins 0,5 et plus 0,5%. Donc vous voyez, il y a déjà une dérive importante vers la croissance. Et en parlant avec des gens de Rostat, que j'ai consulté il y a de ça une semaine, certains statisticiens de Rostat disent on sera plutôt entre plus 0,5 et plus 1% en 2023. Donc, l'économie russe devrait retrouver la croissance et il y a une forme de consensus pour qu'il y ait une croissance assez forte en 2024. Donc là, à court terme, on voit à peu près où on va. Le problème qui se pose, et sur lequel mes collègues, et moi-même, nous sommes inquiets, c'est quelle sera l'évolution de l'économie russe, disons, sur la période 2025-2030. Bon, alors évidemment, là, il s'agit de faire des projections de moyen terme. Qu'est-ce qui se passera? Il y a aussi une forte incertitude. Hein. Mais ce dont on est sûr est la chose suivante. Si l'économie russe veut maintenir une croissance forte à partir de 2024, bon, croissance 2023-2024, elle est pratiquement évidente. Mais au-delà de 2024, si elle veut maintenir une croissance forte, il faudra qu'elle augmente de manière considérable sa productivité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le marché du travail russe est en train d'arriver à ses limites physiques. Le chômage a fortement baissé en Russie et devrait continuer de baisser en 2023 et sans doute début 2024. Mais jusqu'à un moment où on va toucher ce qu'on appelle le chômage incompressible. Le chômage incompressible, c'est quoi? C'est la partie des gens qui démissionnent de leur emploi pour reprendre un autre emploi et qui donc vont rester pendant quelques mois sans emploi. On ne peut pas aller au-delà. Visiblement, on est en train d'épuiser les ressources de main-d'œuvre de la Russie. Et donc, soit la Russie fait des gains de productivité importants, et la question c'est de savoir, est-ce qu'elle pourra avoir accès aux équipements industriels modernes qui sont nécessaires pour augmenter cette productivité, ou pas. Si ce n'est pas le cas, la croissance devrait être faible sur 2025-2030. Faible, c'est-à-dire entre 1 et 1,5%. Alors que en 2024, on devrait être à 3,5% de croissance. Donc vous voyez, il y a une différence significative. Après, est-ce que la Russie peut importer du travail? Ce qu'on appelle l'immigration, si vous voulez. Et c'est, en fait, ce qui est frappant, c'est que la Russie se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est comparable à ce qui se passait en France fin des années 50, début des années 60. À cette époque-là aussi, la France avait quasiment épuisé les ressources en main-d'œuvre disponibles. Le chômage en France au début des années 60, c'était 200 000 personnes. Oui, 200 000 personnes. Bon. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le territoire à une immigration très forte. Bon, il y a déjà une immigration importante en Russie, qui vient essentiellement des pays d'Asie centrale. Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Et d'ailleurs, les revenus en Russie de cette main-d'œuvre immigrée quand ils sont renvoyés dans le pays d'origine, ça représente
pratiquement 30% du PIB de ces pays. C'est considérable. Est-ce que la Russie peut continuer à importer de la main-d'œuvre? Ça dépend. Normalement, oui. Mais il y a toujours un problème d'adaptation de cette main-d'œuvre. Bon, donc ça, c'est un problème. Est-ce qu'elle va s'ouvrir à une autre immigration? Par exemple, il y a l'immigration chinoise, qui n'est pas vue d'un bon œil en Sibérie orientale. Si vous voulez. Mais il y a un moment donné, le problème va se poser. Qu'est-ce que vous préférez? Ne pas avoir assez de travailleurs, avoir des travailleurs chinois, avoir des travailleurs ouzbeks, avoir des travailleurs tadjiks. Bon, on sait que la Russie fait appel, de manière assez limitée, mais fait déjà appel techniquement à des travailleurs immigrés vietnamiens. Le Vietnam est un pays dont la démographie est très fortement expansive actuellement. Est-il possible que la Russie accepte plus d'immigrés vietnamiens? Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un problème en Russie qui est en fait un arbitrage entre est-ce que la Russie pourra avoir accès à des équipements technologiques avancés de manière à pouvoir continuer sur une pente de fort gain de productivité. Donc, ça concerne la Chine, ça concerne d'autres pays, mais ça concerne aussi des pays occidentaux. Ou bien va-t-elle substituer, pour maintenir sa croissance, une partie de ses équipements par de la main-d'œuvre importée. Donc ça, c'est effectivement un choix. Et c'est un choix dont les conséquences sociales peuvent être importantes. Ça veut dire que la Russie, si on va plutôt vers une stratégie d'immigration, va devoir, je dirais, accepter d'être un pays d'accueil. Alors, elle le fait déjà. Il y a probablement entre 7 et 9 millions de travailleurs immigrés en Russie, sur une population de 142 millions. Enfin, maintenant... alors, certains sont russophones, mais d'un russe qui est pas de très bonne qualité, il faut le dire, il y a parfois des problèmes de compréhension. Mais par ailleurs, cette immigration, ça concerne des gens qui sont jeunes, et certains d'entre eux sont nés après l'éclatement de l'Union soviétique. Donc, ils ne sont plus vraiment russophones. Hein. Donc, ça aussi, c'est un problème. Bon. Voilà, ça va imposer au gouvernement, ça va imposer aussi aux gouverneurs des différentes régions qui sont le plus en manque de main-d'œuvre, de prendre des mesures. Et puis peut-être faut-il aussi que la Russie favorise la mobilité géographique de sa main-d'œuvre, parce que quand on dit que le marché du travail russe va manquer de monde, c'est vrai globalement, mais vous voyez qu'il y a de grosses différences entre le district fédéral du Sud, c'est-à-dire grosso modo le Caucase, le Caucase du Nord, des régions comme Stavropol, et soit la région de Moscou, c'est-à-dire le district fédéral centre, ou le district fédéral de l'Oural, où là, on est d'ores et déjà en pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est une question que le gouvernement russe va devoir affronter, c'est de permettre aux gens d'aller travailler là où il y a de l'emploi, hein, là où on a besoin d'eux, mais ça veut donc dire favoriser l'acquisition de nouveaux logements, parce que ces gens, il faut bien les loger d'une certaine manière, rendre les coûts du transport plus accessibles, parce que ces gens, par exemple, si quelqu'un du Daghestan décide d'aller travailler dans l'Oural, il est normal, et il aura envie de ça, de revenir
3-4 fois par an pour voir sa famille au Daghestan. Donc il ne faut pas que les coûts du transport soient prohibitifs. Donc ce n'est pas simplement la question du logement, c'est la question du transport. Et tout ça qu'il va falloir gérer. Donc oui, il y a des problèmes sérieux qui attendent l'économie russe à moyen terme, mais ce sont des problèmes qui ne sont pas au-delà des compétences, que ce soit du gouvernement fédéral ou des compétences des autorités locales. Donc, voilà, et nous, en tant qu'économistes, on va discuter de ça, on va faire des propositions, si vous voulez. Bon. Donc c'est ça un petit peu la manière dont on voit les choses, plutôt optimiste à court terme. Visiblement, la Russie est sur une trajectoire tout à fait intéressante jusqu'à la fin de 2024. Par contre, c'est sur la période 2025-2030 qu'un certain nombre de problèmes vont se poser. Merci beaucoup Jacques Sapir. Il y a plusieurs thèmes de conférences, plusieurs conférences qui s'imposent suite à notre échange. J'espère vous retrouver d'ici encore 6 mois peut-être pour un nouvel échange. En attendant, et de la part de partenaires de nos émissions et de nos conférences, la maison d'édition Natania, la maison d'édition franco-russe, je vous offre ces 2 livres, des fables en russe et en français. Oui, les fables de Krylov. Exact. Qui est un petit peu l'équivalent de La Fontaine Exactement, en français. Effectivement. Merci Jacques Sapir, merci de continuer le dialogue franco-russe. Merci à vous.